Bienvenue sur la TFM et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Arouna Coumba Ndoffène Diouf. Arouna Coumba Ndoffène Diouf est diplômé double de l'université de l'État de ville de City à New York. C'est un diplômé de PhD, sciences de la terre et de l'environnement, de l'université d'État de la ville de New York City. Il est aussi récipiendaire de la médaille transatlantique Leadership Award in Science 2014. Monsieur Arouna Coumba Ndoffène Diouf, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez qu'au mois de décembre, début décembre, une grande conférence va se tenir à Paris, COP21. Tous les pays de la planète en parlent. On parle de réchauffement climatique, c'est devenu pratiquement un débat partout dans le monde. Le président américain Barack Obama en parle souvent. Le pape François en a parlé. François Hollande organise ce débat. Le Sénégal aussi est participant à ce débat sur le réchauffement climatique. Vous avez sorti une contribution en disant que le réchauffement climatique est une absurdité. Pourquoi? Alassane, j'en profite pour vous saluer d'abord, saluer votre télévision, saluer les Sénégalais à qui je demande le pardon à la sortie de cette fête de Tabaski, tout en présentant toutes mes condoléances aux familles qui ont perdu leurs parents durant ce pèlerinage. Comme vous le savez, il y a un certain temps, c'est-à-dire les 2 décennies, où on a vu une campagne hystérique qui essaie d'apeurer la population mondiale sur le réchauffement climatique. Il faudrait se demander d'où est-ce qu'est venue cette propagande massive. Le vice-président Al Gore, quand il a perdu les élections devant Bush, immédiatement a été recruté par les écolos qui lui faisaient faire des tours, des conférences qui coûtaient très cher et à qui on a attribué le pape du changement climatique. Mais pour entrer dans le débat du changement climatique, il faudrait d'abord connaître comment est-ce que fonctionne la Terre. Nous avons une petite planète dans le système solaire qui est soumise à des cycles que nous ne comprenons pas. Aujourd'hui, on nous parle de cycle de l'approchement de la Terre du Soleil. C'est un cycle de 600 000 années. La Terre fait son orbite autour du Soleil durant 600 000 années, durant lesquelles elle emprunte un cycle circulaire. S'ensuit, durant les autres 600 000 années, la Terre va se dégager de cette orbite circulaire pour prendre une orbite elliptique autour du Soleil. Donc, il y a une alternance entre 600 000 années où la Terre est proche du Soleil, là la Terre se réchauffe, et 600 000 années après, la Terre est très loin du Soleil et la Terre se refroidit. C'est ce qu'on appelle les périodes glaciaires, parce que la totalité de la Terre sera couverte par des glaciers. Donc, c'est des cycles que nous ne maîtrisons pas encore. Mais durant ces cycles, par exemple, durant le cycle de glaciation, la Terre a des mini-cycles, ce qu'on appelle les mini-cycles. C'est-à-dire c'est des cycles de 10 000 années où la Terre a une alternance de glaciation, de périodes froides, glaciaires, et de périodes chaudes. Est-ce que ce n'est pas justement ce phénomène qui fait qu'on appelle aujourd'hui le changement climatique? Parce que si la Terre refroidit et se réchauffe, forcément, il y a des conséquences sur la vie des hommes. Et justement, nous n'allons pas vers un réchauffement de la Terre. Nous sommes à 2000 à 3000 années de la prochaine petite glaciation de la Terre. Donc nous allons vers une période froide. Ce qui contredit les gens qui disent que la Terre bientôt va subir un réchauffement au point que
presque toute la race humaine va disparaître. Mais aujourd'hui, nous vivons... C'est une exagération. Nous vivons ces changements climatiques. Vous avez vu les inondations qu'on remarque un peu partout au Sénégal, c'est concerné. Nous avons vu aujourd'hui les paysans dans la brousse qui sont obligés d'adapter leur culture par rapport à la période. Il y a des fortes pluies. Au Sénégal, on n'a jamais connu peut-être autant de pluie. Peut-être qu'avant, on l'avait connu. Mais ces dernières années, on connaît beaucoup de pluie, surtout cette année. Et c'est justement le problème. Donc j'expliquais les cycles. Entre ces grands cycles et ces petits cycles, nous n'avons pas encore maîtrisé les cycles même au niveau régional. Et c'est ce qui fait que c'est difficile de parler d'une théorie globale planétaire. En ce sens que, comme vous l'avez bien dit, nous avons grandi avec de fortes pluies. Nous avons aujourd'hui aux environs de 50 ans. Nous avons assisté à des saisons sèches durant plusieurs années et des saisons alternées avec des saisons de pluie. Et ces cycles ne sont pas encore maîtrisés. La science n'a pas encore maîtrisé les cycles locaux. Au point maintenant de penser que ce réchauffement climatique est dû du fait de l'émission du gaz carbonique qui va créer un effet de serre au point d'empêcher le rayonnement solaire. Vous remettez en cause toutes ces thèses? Non, il y a l'effet de serre bien sûr, mais ce n'est pas comme le soutient la communauté qui dit qu'il y a un réchauffement climatique, un changement climatique. Ce n'est pas une émission anthropogénique qui va amener le réchauffement de la Terre. En ce sens que, aujourd'hui, toutes les évidences, c'est-à-dire ce qu'ils ont utilisé pour montrer qu'il y avait un réchauffement terrestre, a été mis à l'eau. Par exemple, si vous prenez leur théorie, leur hypothèse, parce que ce n'est pas une théorie, ça n'a pas été testé. Si vous prenez l'hypothèse que la banquise est en train aujourd'hui de se fondre, c'est très facile d'aller là où les glaciers quittent les zones de haute altitude pour aller aux zones de basse altitude. Naturellement, on va avoir une fonte des glaces parce que les zones de haute altitude sont très froides. Quand la glace bascule vers les zones de basse température, nécessairement on va avoir de la fonte des glaces. Mais ça, ce n'est pas apparent. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, vous prenez la Sibérie par exemple. Aujourd'hui, nous avons enregistré des périodes de glace, de neige, qu'on n'a jamais enregistré dans l'histoire de la Russie. La Sibérie, qui est une plaque qui fait partie de la plaque continentale eurasienne, est en train de pousser la plaque arctique qui lui fait faire un basculement, un glissement vers les zones latitudes de température basse. C'est ce qui a amené les fontes. Donc, à la place de cette Arctique, on est en train de voir une Sibérie avec toute la plaque eurasienne qui est en train de prendre la place de l'Arctique. Pourquoi ils ne sont pas allés en Sibérie enregistrer ou montrer le degré de l'accumulation de la glace là-bas? Mais pour vous donc, qu'est-ce qui explique tout ce débat sur le changement climatique? C'est un débat idéologique, c'est une façon d'empêcher les pays africains de s'industrialiser en leur disant il faut diminuer votre consommation en effet de serre. Quel est le débat idéologique derrière tout ça? C'est purement politique. Et maintenant, avant de rentrer sur l'impact dans les pays africains, je voudrais quand même rappeler qu'aujourd'hui, le pape de ce changement climatique est à la tête d'une multinationale qui gère des fonds écolos avec des quotas. Al Gore. Al Gore. Ça se passe comment? Le protocole de Kyoto en 1997 a fait proclamer que les sociétés
les sociétés, les compagnies minières, industrielles, qui produisaient au-delà du quota qui était assigné, devraient vendre leurs surproduits à d'autres sociétés qui n'en ont pas produit assez. Ça, c'est de la pure propagande boursière. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'on a des bourses écologiques, où il est évalué en termes de quotas, où vous pouvez venir, M. Alassane, avec une industrie qui produit beaucoup d'émissions carboniques et dire que bon, moi je ne peux pas diminuer mon émission carbonique, mais je peux le racheter à une autre société qui n'en produit pas assez. Où est la limitation de l'émission carbonique ici? Donc, du coup, on bascule dans ce qu'on appelle la spéculation boursière. Donc c'est le capitalisme écologique. C'est le capitalisme pur et simple écologique. Maintenant, en quoi ça concerne nos pays africains? Malheureusement, beaucoup de leaders ne font que suivre des recommandations, ne font que suivre ce qui a été ici depuis l'esclavage jusqu'à présent. On n'a plus d'esclavage, mais on a un esclavage économique. Ces leaders ne font qu'appliquer les règles dictées par ce que j'appelle leurs maîtres, les Occidentaux. Vous pensez qu'un paysan de Kolda ou bien de Fulengien qui ne voit passer peut-être un véhicule 4x4 à plus forte raison qu'un véhicule, les camions moteurs, qu'une fois dans sa vie ou 3 fois par année, sont concernés par une émission de gaz carbonique. L'Afrique dans sa totalité. Et ceci a été prouvé quand la NOAA, c'est-à-dire les satellites de la NOAA c'est l'agence américaine qui s'occupe du climat et des océans. Ils ont fait la cartographie de la couche ozone qui est dans le troposphère. Et quand ils ont fait cette cartographie, ils ont trouvé des trous. Mais ils n'ont pas trouvé des trous au niveau de l'atmosphère africaine, ni de l'atmosphère sud-américaine. Ces trous qu'ils ont trouvés, ils les ont trouvés au-dessus de l'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, et de l'Europe de l'Est industrielle, l'Allemagne, la France, etc. Donc c'est un problème qui les concerne. Et je vous rappelle que la couche d'ozone nous protège contre les rayons ultraviolets qui peuvent amener du cancer, donc qui rendent la vie difficile sur Terre. Mais est-ce qu'aujourd'hui le débat sur le changement climatique, comme je l'avais dit tantôt, ma question, c'est d'empêcher aux pays africains d'avoir accès à l'industrialisation avec ces systèmes dits polluants? Moi, je suis d'accord avec vous et je réponds positivement à cette question. Les pays africains, les pays occidentaux se sont développés quand ils ont commencé à créer les machines à vapeur. Début 19e siècle. Début 19e siècle. Ils ont utilisé quoi pour se développer? Le charbon. Tous les pays occidentaux se sont développés à partir du charbon. Nous, à qui on impose maintenant des combustibles plus chers tels que le solaire, le pétrole, et qui avons la possibilité d'utiliser le charbon, on nous dit non, arrêtez, vous ne pouvez pas utiliser le charbon pour se développer comme nous, restez avec les moyens modernes qu'on va vous amener, à savoir le solaire et même le nucléaire plus tard, pourquoi pas, etc. Je pense que ça, c'est pathétique. Mais dans ce débat, quelle est la position du Sénégal qui doit aller à la conférence de Paris sur ces changements climatiques? Est-ce que le Sénégal, comme vous l'avez dit, suit, comme les autres pays africains, leurs maîtres occidentaux? Ou bien est-ce que le Sénégal a une position claire et nette par rapport à ces changements climatiques? Vous savez, moi, je suis ici en tant que scientifique. Mais un scientifique qui a l'opportunité d'être un conseiller spécial du président en charge des mines, de l'environnement, etc. Et mon point de vue est limité
à donner mes notes, mes recommandations au président. Mais je ne suis pas un acteur de décision. Ma fonction s'arrête sur des recommandations que je peux donner au président de la République, au chef du gouvernement ou bien au ministère de tutelle qui sont dans mes domaines de compétences dans le cabinet du président. Mais est-ce que ces recommandations parlant aujourd'hui de cette colonisation climatique entre guillemets est prise en compte dans le débat que le Sénégal va poser à Paris? Je ne sais pas encore. Je me suis limité à donner des recommandations à notre président de la République, parce que c'est mon domaine quand même. Mais les décisions qui vont suivre, là, ces décisions ne m'incombent pas. Je ne suis pas responsable du comportement je sais pas, de quelles que soient les mesures ou bien ce qui va en suivre après ce congrès-là, les signatures qu'on va faire, mais je peux, en tant que scientifique, donner des recommandations à certains leaders africains de faire attention, ce débat ne les concerne pas. Parce qu'ils vont arriver à un moment où on va leur imposer de produire un quota, comme dans plusieurs pays, qui n'ont pas le droit de dépasser un certain taux d'émission de gaz carbonique. Et dans ce cas, la pression est forte. Aujourd'hui, on les appâte en leur disant « souscrivez à ce groupe d'écolos et vous aurez des fonds qui vont vous appuyer ». S'ils souscrivent, demain, il y aura une autre pression. Parce qu'on va leur dire quoi? On va leur dire, écoutez, réduisez votre émission en gaz carbonique ou vous n'aurez pas l'aide européenne. Oui, ou l'aide internationale. Oui, mais M. Diouf, si vous dites que le changement climatique, vous n'y croyez pas, les populations qui vivent dans la banlieue dakaroise, qui sont inondées, la mer qui a avancé, qui a fait tomber des maisons en Rufisque, entre autres, mais cette population-là, elle subit de plein fouet ces changements climatiques. C'est une excellente question. Et je peux vous dire tout de suite que l'avancée de la mer n'est pas liée au changement climatique. Elle est liée à quoi? Vous savez, nos océans, à l'intérieur de tous nos océans, au milieu des océans, il y a ce qu'on appelle les rides médio-océaniques. Ces rides, c'est des ouvertures qui laissent émaner une lave sur le fond marin. Et aujourd'hui, cette lave a atteint des degrés au point que si vous êtes à la surface du fond marin, vous aurez une montagne de 2 à 4 km dans les profondeurs. Prenez un seau, remplissez le seau d'eau et vous y versez du sable. Que va-t-il se passer? Il y aura un déversement du surplus d'eau à cause du sable. Ça, c'est la loi de Pascal. Donc, l'émanation au milieu des océans de lave magmatique qui progressivement s'accumule à l'intérieur de l'océan va forcément pousser le surplus d'eau sur les continents. Le trop-plein d'eau, la mer qui déborde n'est pas dû, c'est exactement dû à ça. La fonte de la glace. On ne peut pas dire que c'est lié à la fonte de la glace. Parce que, voyez-vous, l'océan, c'est quoi? C'est un moteur d'évaporation de vapeur d'eau. On a le soleil. Le soleil prend de l'océan des milliards et des milliards de mètres cubes transformés en vapeur d'eau qui vont suivre des cycles. Des cycles, par exemple les grands cycles du vent. Nous avons des vents qui descendent du pôle nord jusqu'à l'équateur et vice-versa. Des vents aussi qui vont amener des masses d'air chaudes de l'équateur vers les pôles. Ouais, si je vous comprends bien aujourd'hui, vous voulez dire que les pays africains doivent faire fi de ce débat sur le changement climatique, de s'industrialiser avec le charbon pour développer leur pays. On a vu qu'à Rufisque, à Sindou, on va installer une centrale de charbon là-bas. Les populations émettent des réserves en disant que l'installation du charbon peut attaquer la santé des enfants.
Bon, je vais continuer avec l'avancée de la mer et après je reviendrai sur votre question. Donc, je dis que les populations riveraines, ce qui est en train de se passer est un phénomène naturel. Parce qu'il y a ce qu'on appelle globalement la tectonique des plaques. C'est quoi? C'est que les plaques bougent. Le continent africain bouge. Le continent européen bouge. Le continent eurasien bouge. De telle sorte qu'aujourd'hui, on assiste à un percutement du continent africain qui est en train de percuter le continent européen et va passer dessous. Quelles sont les conséquences? C'est que la mer Méditerranée va se fermer. Donc d'ici quelques milliers d'années, on n'aura plus de mer Méditerranée. Mais où est-ce que va passer cette mer-là? Ça va venir vers les océans. Les montagnes qui sont en train d'émerger au milieu des océans, qu'on appelle les Médio-Oceanic Ridge, ces montagnes, c'est un surplus de terre qui plus tard va donner un continent au milieu de l'océan Pacifique, au milieu de l'océan Atlantique et même dans les océans Arctiques et Antarctiques, on a des ridges médio-océaniques. Donc c'est ce qui fait que tout ce phénomène, la tectonique des plaques, les plaques qui bougent, les continents qui bougent, les océans qui se forment, vont faire de telle sorte qu'il y aura toujours des riverains qui seront affectés par ces conséquences. Maintenant, pour venir aux inondations, c'est une très bonne question. Moi, j'ai toujours théorisé depuis Abdou Diouf. Ce qui a amené les inondations dans la banlieue dakaroise, c'est simplement parce qu'on a coupé le cours d'eau. Si vous prenez la presqu'île du Cap-Vert jusqu'à Rufisque, c'est presque un coup. Et vous prenez les dunes de sable qui s'accumulent dans la zone côtière de Sangalkam jusqu'à Kayar, a engendré une zone dunaire, de telle sorte que quand ça pleut, puisque la partie est de la région de la presqu'île du Cap-Vert est plus haute que l'autre partie, ça crée un déversant. Donc les eaux vont ruisseler naturellement vers la mer de Yarakh, particulièrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement est venu de Senghor et a créé, installé une autoroute qui va couper le cours des eaux déversant qui devait normalement, naturellement aller vers la mer. Et quand on retient l'eau, ça va créer une sursaturation de la nappe phréatique qui va naturellement se répercuter sur des inondations. Et la centrale de charbon? La centrale de charbon, je pense que, et ça c'est un appel à tous les leaders africains de faire attention. L'Europe s'est développée à partir du charbon. Nous avons du charbon. Nous avons même des quantités de tourbe. La tourbe vient après le lignite. Ça vient après, comment dirais-je, après le charbon, le lignite et la tourbe. C'est des combustibles qui peuvent créer ou donner de l'électricité. Si l'Afrique est sursaturée par des réserves de tourbe, des réserves de charbon, ou bien si aujourd'hui le charbon coûte moins cher aux industries africaines, je les conseille de les acheter et d'aller dans cette direction. Parce que c'est grâce au charbon qu'on a eu la grande révolution européenne, grâce au charbon qu'on a eu les grands fourneaux de fonte de l'acier à Ohio, au Canada. Et les conséquences sur la santé des populations? Mais la santé des populations, je pense simplement qu'aujourd'hui la technologie est assez avancée, qu'il faudrait créer des charbons, des centrales à charbon avec des filtres. C'est possible. Et puisque les réservoirs d'eau sont des régulateurs, d'émissions de CO2, parce que contrairement à ce qu'ils soutiennent, ils pensent que c'est l'homme qui a créé ce surplus d'émissions, alors que c'est faux. Il y a des volcans qui ont créé plus d'émissions
que toutes les missions que pourrait créer la race humaine. Mais le grand régulateur d'émissions, c'est simplement les océans. Et nous sommes sur une planète qui a 75% d'eau. Nous ne vivons que sur 14% de terre. Oui, mais il y a une étude qui a été faite par la faculté de médecine au Sénégal qui dit qu'ils ont fait des études au niveau de Sandaga et au niveau de l'hôtel des Almadies. Ils ont constaté qu'à Sandaga, les commerçants qui vivent là-bas, ceux qui travaillent là-bas, sont plus affectés par des maladies cardiovasculaires à cause de la pollution des voitures que ceux qui vivent, par exemple ceux qui travaillent à l'hôtel Méridien Président, qui sont au bord de la mer, qui sont moins affectés. Mais ça, c'est l'aération. Ils ne sont pas aérés. Le marché Sandaga n'est pas dans un système clos où ils utilisent de l'air filtré. C'est simplement ça. À Amadou, vous prenez un apprenti des cars rapides, vous verrez que son taux de vie est moins qu'un ingénieur qui travaille dans un bâtiment fermé avec une climatisation. C'est simplement normal. C'est simplement le degré d'exposition de l'individu dans son environnement. Mais pourquoi au Sénégal, il n'y a pas d'unité de mesure de la pollution au Sénégal de façon systématique sur les voitures qui sont importées? Parce qu'on a vu le scandale en Allemagne avec Volkswagen qui a traficoté ses moteurs avec un logiciel qui donnait de faux calculs, qui a fait qu'aujourd'hui que les États-Unis et l'Allemagne s'est remis en cours au Sénégal. Les gens conduisent des voitures Volkswagen qui sont là, mais on ne voit pas réaction du gouvernement par rapport à ça, pour la santé des populations. Il y a pire que ça. Quand l'Europe, les États-Unis ont interdit des voitures, des petites voitures à émission de diesel, le diesel qui produit une vapeur à plomb qu'on respire tous les jours, ces voitures qu'on avait, qu'ils avaient comment dirais-je, fabriquées, où est-ce qu'on les a versées? En Afrique. On continue nos petites voitures. Aujourd'hui, il y a un mythe même qui dit que le diesel coûte moins cher et la voiture ne va pas consommer beaucoup. Alors qu'ils sont en train de, comment dirais-je, de vendre aux enchères leur propre vie. Parce que quelle que soit la cherté de l'essence, quand même l'essence ne produit pas du plomb. Alors que maintenant, quand les Européens ont découvert qu'il y avait beaucoup de maladies liées à la production du diesel, automatiquement, ils ont interdit la circulation des petites voitures à diesel. Et qui était le grand acheteur? Les Africains. Oui, vous voulez dire aujourd'hui que les Africains qui vont à la conférence de COP21, s'ils ne font pas attention encore, ils seront trompés par les Occidentaux par rapport à toutes ces théories autour des changements climatiques, qui n'ont qu'à faire attention encore pour ne pas prendre des décisions qui vont impacter davantage le développement industriel de leur pays. Et c'est ça la raison de mes communications. C'est ça la raison de ce que j'écris à travers tous les journaux. J'ai fait des recherches que j'ai envoyées à tous les journaux du monde, et spécialement des journaux français, qui, j'en suis sûr, ne vont jamais le publier. J'ai envoyé aussi des recommandations à certains leaders africains de faire attention. Cette bataille écologique n'est pas leur bataille. Ça appartient uniquement aux Européens. Nous ne sommes pas à ce stade. C'est comme par exemple parler de développement durable. Mais le développement durable est plus scandaleux. On va limiter nos ressources, la consommation de nos ressources aujourd'hui, pour l'avenir. Et pour quel avenir et combien d'avenir? On vous dit par exemple, vous avez découvert un gisement de pétrole. Il faudrait une quantité que vous devrez utiliser pour notre génération et laisser l'autre quantité pour les générations à venir. Mais combien les générations qui viendront après nous aussi auront le même dilemme, auront le même problème? Ils vont aussi utiliser une partie et laisser. Et combien d'avenir maintenant, combien de générations? Donc automatiquement, ça amène un problème juridique sur la quantité d'utilisation. Et c'est ce qu'on appelle le développement durable. C'est une aberration de l'utopie. Donc nous ne devons pas nous verser sur tout ce que l'Occident vient nous faire consommer.
Nous devons faire attention. Nous devons suivre nos lois naturelles qui les ont amenés, eux, à ce développement au point d'être, entre guillemets, nos maîtres économiques, d'emprunter le même chemin. L'Afrique ne peut pas brûler le chemin au point d'aller automatiquement au nucléaire. On a des problèmes de scientifiques, on a des problèmes d'infrastructures, on a des problèmes même de famine. Et maintenant, on veut nous faire basculer à une autre dimension dont on n'a même pas les moyens politiques d'y atteindre. Je pense qu'il est temps de lancer ce message à tous nos leaders africains, de faire attention avec ce qu'on leur fait répéter ou appliquer, parce que ça peut impacter gravement nos populations au point de nous empêcher d'aller vers une émergence, pas un développement. Arona Coumba Ndoffène Diouf, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM. Vous êtes scientifique, vous êtes aussi double diplômé de l'université de l'État de la ville de New York City, PhD, sciences de la terre et de l'environnement de l'université d'État de la ville de New York City. Vous êtes récipiendaire de la médaille Transatlantic Leadership Award in Science en 2014. Vous dites aux dirigeants africains de faire très attention à ce qu'ils vont signer à Paris à la COP21. Ça engage l'avenir de tout un continent et que l'Occident, à travers ses paradigmes et ces idéologies de changement climatique, veut encore quelque part continuer la colonisation du continent. Un avertissement peut-être en vaut deux. Et puis si les dirigeants africains vous suivent, peut-être qu'ils vont faire attention à ce qu'on va signer, ce qui va amener nos pays dans des situations difficiles. L'industrialisation de l'Afrique, vous l'avez dit, passe par la mise en place des centrales à charbon, comme eux, ils ont pu le faire. Merci d'avoir été avec nous sur la TFM. Au revoir.